des personnes qui veulent se poser des questions sur leur vie professionnelle et trouver du sens dans leur vie professionnelle. Pour nous, c'est très clair que se développer, ça fait partie d'engagement collaborateur. Un jour, je me suis dit, allez, si je me sors de tous mes carcans, de tout mon confort de vie avec mon boulot actuel, si je devais me dire, allez, on ouvre tous les chakras, qu'est-ce que tu ferais ? Toutes et tous avons déjà remis en question notre parcours professionnel. Envie de changement de poste, d'entreprise ou de carrière, évoluer est apparu, à un moment ou à un autre, nécessaire. Parfois, on a sauté le pas, parfois non. Lorsqu'on est dirigeant, DRH, manager, que faire lorsqu'un collaborateur ou une collaboratrice veut se reconvertir ? Pourquoi et comment l'accompagner de la réflexion à l'action ? Dans cet épisode, nous nous intéressons au changement de parcours professionnel et à la place des entreprises dans ces derniers. Pour cela, nous échangeons avec Carole Zibi, vice-présidente marketing de Chance. Nous parlons avec Mariana Machado, Head of People and Culture d'Etam. Et puis nous entendons le témoignage de Séverine Ramé qui s'est reconvertie. Consultante, elle est devenue menuisière. À travers leur point de vue, toutes nous permettent de nourrir une réflexion sur les carrières et la manière dont l'entreprise peut accompagner les évolutions, y compris à l'externe. Vous écoutez Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. Quoi de plus naturel que d'avoir envie d'avancer ? Nous avons rencontré Carole Zibi, vice-présidente marketing de Chance. L'entreprise a créé une méthode d'orientation pour adultes qui accompagne chacun et chacune vers la vie professionnelle qui lui ressemble. Ces dernières années, et spécialement depuis la Covid, Carole Zibi a pu observer les motivations qui poussent chacune et chacun à l'évolution professionnelle. Donc pendant l'année 2020, on a tous ressenti un bouleversement, un cataclysme, un tremblement de terre pour certains, par rapport à notre rapport au travail. On se souvient qu'à cette époque, on a été classé dans deux catégories très simplistes, les métiers essentiels, les métiers non essentiels. Et ça a créé des interrogations d'à peu près tout le monde. C'est ceux qui étaient dans les métiers essentiels, considérés comme essentiels, ils avaient cette responsabilité lourde sur les épaules, et ceux qui étaient considérés comme non essentiels étaient en quête de sens immédiate, en se disant finalement, si mon métier n'est pas essentiel, pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Et donc en 2020, on a vu pas mal de personnes qui s'inscrivent pour un changement assez radical dans certains cas. On voulait plus vivre dans les grandes villes, on voulait tous déménager. Il y avait pas mal de gens qui appelaient pour nous dire on voudrait réfléchir à un projet de carrière très différent en dehors d'une grande ville, ou très différent indépendant, ou très différent sur des métiers plus essentiels, ou des métiers qui sont vus comme plus essentiels. Mais ça a été vraiment une phase particulière, et je pense on est ressorti complètement de cette année tous bouleversés par rapport à notre rapport au travail. Mais ensuite, depuis fin 2020, plutôt mi-2021, on va dire mi-2021, il y a eu beaucoup moins de sentiments de tout changer, et progressivement on est revenu on a envie de se poser des questions dans notre vie professionnelle. Donc la plupart des gens sont plutôt dans un état d'esprit de considérer la vie professionnelle comme un sujet qui nécessite de faire le point et de réfléchir à nous, ce qu'on appelle les 4 piliers. D'une part, notre métier. Et il ne s'agit pas juste de changer de métier, il s'agit de réfléchir à ce qu'on est dans le bon métier et peut-être pas dans le bon environnement. Deuxième pilier, ce qu'on appelle l'environnement, dans quel contexte on travaille, nos managers, nos collègues, est-ce qu'on travaille de la maison, pas de la maison. Troisième pilier qui est celui de la finalité, l'utilité, à quoi je sers, quelle utilité ça apporte à moi, à mon cercle, à 1, 10, 20 personnes, une utilité plus large vis-à-vis du monde au global. Et le dernier pilier qui est les impératifs. Les impératifs, c'est tous les éléments non négociables, c'est-à-dire mes horaires, le salaire, la flexibilité que j'ai besoin d'avoir de temps en temps. Donc, nous, ce qu'on observe depuis maintenant 2 ans, c'est que les personnes veulent se poser des questions sur leur vie professionnelle et trouver du sens dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire veulent réfléchir à chacun de ces 4 piliers
qui sont les 4 aussi importants les uns que les autres. Pour Carole Zibi, l'idée de la reconversion professionnelle radicale pour tout le monde est finalement peu réelle. Il y a globalement, je dirais, un quart des personnes qui ont envie d'une reconversion complète. Et quand je dis reconversion complète, ça veut dire dans le métier. Et nous, on observe que pas mal de gens s'interrogent sur un de ces 4 piliers dont je vous ai parlé, le métier, l'environnement, la finalité et les impératifs. Les gens s'intéressent sur parfois ces 4 piliers, parfois un de ces 4 piliers. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont complètement tout changer et élever des chèvres dans un milieu rural. Peut-être que oui, mais c'est vraiment pas... ça, c'était vraiment les médias qui ont un peu érigé cette idée de tout claquer pour aller élever des chèvres. C'est un peu une idée qui a été surmédiatisée sur l'année de la reconversion. Dans ce que cherchent les collaborateurs et les collaboratrices qui sont en plein questionnement, notre invité observe en revanche que la question du sens, elle, n'est pas un fantasme, et que le but affirmé des entreprises face au désengagement, c'est la rétention. On a des chiffres sur le nombre de personnes qui réfléchissent à démissionner par manque de sens. Et ça, on a 71% de salariés qui considèrent que parmi les éléments jugés les plus importants dans leur poste, c'est le fait d'y trouver du sens, par rapport à 53% pour la sécurité financière. Donc c'est devenu vraiment très présent. Nous reviendrons avec Carole Zibi sur les possibilités offertes par chance et par d'autres voies aux entreprises pour faire évoluer leurs collaborateurs. Pour l'heure, entendons le point de vue de Mariana Machado, Head of People and Culture d'Etam, sur cette question de l'évolution professionnelle des collaborateurs et collaboratrices. Pour elle, garder des collaborateurs et des collaboratrices engagés, cela passe par une facilitation de la mobilité interne. La mobilité interne, pour moi, c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est clair, pas que pour Etam, mais je pense pour toutes les industries qui ont un souci de recrutement. Les gens se posent des questions, se questionnent les futurs du travail, la relation avec le travail, les motivations, tout simplement. Et c'est bien parce que ça nous oblige, si c'est déjà pas le cas, ça nous oblige à regarder autrement nos talents en interne. Si avant, on avait un regard plus douce, plus passif vers le développement interne, vers la mobilité interne, aujourd'hui, on n'a plus de choix. Déjà, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont les meilleurs candidats. Et 2, parce que c'est déjà prouvé A plus B, que ça coûte plus d'y aller chercher ailleurs. Donc, pour Etam, c'est l'avenir, quoi. On s'est rendu compte que c'est l'unique schéma à suivre si on veut garder notre innovation, si on veut garder notre savoir-faire, si on veut garder notre expertise. Pour Mariana Machado, la mobilité interne est un levier RH qu'il est important de cadrer. Si vous travaillez dans les terrains chez Etam et vous dites, mais voilà, moi, j'ai envie de faire une carrière sur le digital, par exemple. Donc, le premier pas, c'est de remplir l'entretien annuel en disant cette souhaite. Nous, on va analyser les données. Ça, c'est le premier pas. On est en étape, si on vit ma vie, on vous amène au siège et vous irez voir qu'est-ce que ça veut dire bosser au digital chez Etam. Donc, comprendre la réalité du terrain. Là, il y a une analyse des compétences. Donc, il y a une analyse entre est-ce que vous avez les soft skills qu'il faut pour arriver à ça et est-ce que vous avez les compétences techniques. Les compétences techniques, si vous n'avez pas, nous, on a un programme pour investir sur ça. Donc, il y a un investissement de notre part entreprise pour ça. Si on voit que vous n'êtes pas encore prête, pour X raisons, là, vous avez vécu les vies, ma vie, vous avez compris, et là, on va, avec les RH, faire un accompagnement pour, d'ici à 2 ans, d'ici à 1 an, revenir là-dessus et voir est-ce que c'est le bon moment de continuer cette démarche des changements des métiers en interne. Nous avons voulu entendre le témoignage d'une personne qui, dans un autre secteur que celui d'Etam, a fait le choix de faire évoluer sa carrière. Séverine Ramé travaillait dans le conseil. Elle a senti à un moment cette envie de changement. Pour elle, pas de parcours chance ou de mobilité interne, elle a tout fait seule. J'ai fait des études de gestion et économie appliquée. J'étais à l'université à Dauphine. Je me suis spécialisée en finance et après en DESS sur les activités de service. Suite à cela, j'ai intégré un cabinet de conseil à Paris, de conseil en organisation. J'ai fait le parcours classique d'un consultant jusqu'à arriver au poste de manager. Ensuite, on a eu le souhait de quitter Paris et donc on est parti de Paris avec mon conjoint et nous sommes arrivés à Bordeaux. Et déjà à cette époque-là, j'avais envie de partir du conseil.
Je voulais déjà essayer de redonner un petit peu de sens à mon travail, dans le sens où, dans le conseil, j'intervenais dans des grosses sociétés, sur des gros projets. J'avais vraiment l'impression d'être un maillon parmi beaucoup d'autres et de pas toujours trouver de sens à ce que je faisais au quotidien. Donc la première étape a été de me dire que en fait j'aimais bien tout ce qui était autour de l'aménagement, de la décoration. En fait, quand on est arrivé à Bordeaux, on a acheté une maison qu'on a entièrement fait retaper, fait rénover, etc. Et c'est vrai que ce projet-là m'avait bien plu. Et du coup, une de mes premières idées a été d'aller vers l'immobilier et l'aménagement de maisons. Donc en fait, tout en gardant mon boulot de consultante, avec mon mari, on a acheté une deuxième maison dans laquelle on a fait une colocation pour jeunes actifs, une colocation haut de gamme. Et du coup, moi, j'ai organisé, donc on a acheté la maison et puis après, j'ai fait tout le suivi du chantier et tout l'aménagement de la maison pour organiser cette colocation. Séverine est alors passée à mi-temps. Elle gère la colocation et poursuit en parallèle ses réflexions sur son évolution professionnelle. Et un jour, elle a le déclic. Ça fait quand même plusieurs années que c'est vrai que j'aime bien regarder tout bêtement les émissions de décoration et que j'aime particulièrement ce que font les menuisiers. Et un jour, je me suis dit allez, si je me sors de tous mes carcans, de tout mon confort de vie avec mon boulot actuel, si je devais me dire allez, on ouvre tous les chakras, qu'est-ce que tu ferais? Et là, je me suis dit j'apprendrais à être menuisier. Et je me suis dit ça il y a 2 ans, fin mai. Le lendemain matin, je regardais les CAP menuisiers dans ma région, donc à Bordeaux. Je suis tombée par hasard sur une école qui s'appelle la Philomatique. C'était dans des vieux bâtiments en plein centre de Bordeaux. C'était uniquement pour des personnes en reconversion. Et il se trouve que cette école faisait une réunion de présentation 2 jours plus tard. Je suis allée à la réunion de présentation. J'ai adoré la présentation. Le prof avait l'air super, etc. Et le lendemain, il y avait un petit QCM de près, pour voir où on en était. Je l'ai fait. Et le surlendemain, je reçois un appel pour passer un entretien. Et le surlendemain, j'étais prise. Donc, entre le moment où je me suis dit, tiens, j'ouvre mes chakras, si je devais tout changer, je serais menuisier. 2 semaines plus tard, j'étais prise à un CAP de menuiserie. Et alors là, c'est la panique a commencé. C'est qu'est-ce que je fais? Mais maintenant que je sais que je peux le faire, j'ai encore moins envie de faire mon boulot. Séverine et son employeur conviennent alors d'une rupture conventionnelle, ce qui lui permet de mener sa reconversion tout en étant indemnisée par Pôle emploi durant les mois qui suivent. J'ai fait ma formation, mon CAP, sur 9 mois. C'était une alternance 2 semaines de cours et 1 semaine de stage. Donc sur l'année, on a eu 11 semaines de stage. Donc j'ai essayé d'alterner entre à la fois aller plusieurs fois dans la même entreprise pour connaître et puis au fur et à mesure qui me confie plus de choses, et à la fois faire des stages dans des entreprises assez variées pour voir quel type de menuiserie me plairait de plus. Et puis au fur et à mesure de l'année, quand j'ai commencé à mieux caler ce que je voulais et à me dire qu'est-ce que tu veux faire après le CAP, il y a le BP, donc le brevet de professionnalisation. Je me sentais pas trop. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais me mettre à mon compte. Mais du coup, tous mes derniers stages, je les ai faits avec des menuisiers qui s'étaient mis à leur compte tout de suite après le CAP. Pour me rassurer, pour voir que c'était possible. Et puis aussi un peu pour voir comment ils fonctionnaient. Et du coup, ces gars, à chaque fois, m'ont dit, écoute, je pense que tu peux le faire. Et l'alignement des planètes a continué, c'est-à-dire que j'avais sympathisé à la fin avec une autre personne qui était en CAP. On s'est dit, si on trouve un local, allez, on s'installe ensemble. Indépendante, je veux dire, on a chacune notre boîte, mais voilà, on serait colocation de local, en fait. Et il tombe que j'ai trouvé un local, pile la bonne taille pour 2 personnes. Je lui en ai parlé et on a dit banco. Et du coup, en septembre, il y a 1 an, on s'est installé dans cet atelier. Nous avons demandé à Séverine quel était son bilan, 1 an après son changement de voie professionnelle. Mon constat depuis 1 an, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts parce que je suis hyper fière de ce que j'ai fait. C'est un vrai gros changement de vie qui est vraiment pas facile. Et je me dis, en fait, je suis passée d'un boulot
de bureau que j'ai fait pendant pas loin de 20 ans et que je maîtrisais complètement et qui au final était assez confortable et où je gagnais quand même plutôt bien ma vie, à me mettre vraiment en danger sur un métier hyper physique. Donc je suis hyper fière d'avoir réussi à faire ça. Et puis surtout je me dis voilà, c'est concret. C'est concret, mon boulot, à la fin, quand le client il regarde, il voit ce que j'ai fait moi, quoi. Je suis pas un parmi tant d'autres et on voit vraiment ce que j'ai fait. Donc ça, de ce point de vue-là, je trouve ça super. Et puis j'ai réussi à mettre en place un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est moi qui dessine tous mes projets. Donc je fais tout de A à Z. Les points plus négatifs, on va dire, c'est que c'est hyper fatigant. C'est vraiment très physique et je l'avais pas mesuré. Les panneaux sont très lourds, faut tout le temps porter, on est tout le temps debout. Donc la fatigue physique, du coup j'ai mal au dos, on se blesse un peu. Alors, rien de bien grave, hein, mais des égratignures un peu tout le temps. C'est dangereux. Et puis je trouve que c'est beaucoup de boulot. Alors c'est aussi parce que c'est le début. Où je dois gérer à la fois mes chantiers, à la fois mes devis, à la fois l'administratif. Enfin voilà, donc vraiment je travaille beaucoup. Donc ça contribue aussi à la fatigue. Pour le moment, pour ne pas être rémunérée. Hein, donc c'est ça qui est un peu frustrant au début. Je pense que c'est normal, c'est le début, c'est la vie d'un entrepreneur au début. Mais bon, je suis assez optimiste là-dessus et j'essaye de l'être. Et je me dis qu'en fait. Je suis quand même vachement avantagée par mon background professionnel, justement, le fait d'avoir fait presque 20 ans de conseil en organisation, en contrôle de gestion, en gestion de flux financiers. Je peux vous dire que ça m'aide énormément, quoi. Je sais gérer un projet, je sais gérer une boîte, je sais gérer mes approvisionnements, je sais gérer mes stocks, je sais tenir mes délais, je sais gérer un planning, je suis hyper organisée, je suis hyper efficace. Prévoyante, Séverine envisage d'ores et déjà une suite logique possible à cette nouvelle activité. J'ai 43 ans aujourd'hui et clairement, je pense que c'est très, très physique, trop physique et que je tiendrai pas hyper longtemps. Enfin, je sais pas combien de temps, mais bon, voilà, je sais qu'il y aura une autre évolution dans ma vie professionnelle. Je sais qu'elle va évoluer différemment encore. Après, comment, je sais pas. Peut-être travailler dans des bureaux d'études ou des choses comme ça qui pourraient justement allier mes deux compétences. Ma compétence précédente de gestion de projet, de gestion d'entreprise et ma nouvelle compétence de menuisier. Je commence déjà à réfléchir à la suite, mais tout en me concentrant complètement sur le présent et à l'évolution de ma boîte. Le fait de s'interroger sur une évolution professionnelle, de se former tout au long de sa carrière, c'est quelque chose qui est une évidence pour Carole Zibi. La vice-présidente marketing de Chance nous explique pourquoi et évoque les différentes possibilités qui s'offrent à chacune et chacun pour faire évoluer une carrière. À l'heure où on va probablement travailler jusqu'à 64 ans, travailler, c'est indissociable de temps en temps se poser des questions de formation. Et en France, on peut être satisfait d'avoir cet outil que représente le CPF. C'est vraiment un objet uniquement français, hein. Là, j'ai vu une dernière étude qui montre que il y a une grande progression de la connaissance de ce qui est le CPF. L'étude, l'Observatoire des transitions professionnelles qui est sortie et qui montre que désormais, la très grande majorité de Français sont conscients de l'intérêt du CPF et pour l'instant, uniquement 20% l'utilisent. Mais il y a déjà une connaissance de ce que fait le CPF. Donc, il y a plein de possibilités. Moi, je considère que quand on ne sait pas trop où on veut aller dans une professionnelle, préférable de commencer par faire un bilan de compétences, qui n'est rien d'autre qu'un bilan d'orientation, hein, qui vous permet de trouver votre sens. Mais pour ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, qui ont suffisamment recherché, qui ont suffisamment fait de rencontres avec d'autres, qui sont suffisamment familiarisés avec leur projet professionnel ou entrepreneurial, hein, il y a plein d'études, plein d'écoles et plein de formations qui sont accessibles au CPF et c'est très précieux d'avoir cet outil de CPF pour pouvoir se lancer sur autre chose. Donc, à mon avis, il ne faut pas hésiter à poser dans cette direction. Et par ailleurs, pour ceux qui sont salariés,
se rapprocher des RH pour envisager des solutions de mobilité interne, de formation, d'accompagnement. L'accompagnement RH, il est bien présent chez Etam, qui a compris tout l'intérêt de développer et de faire évoluer les talents. 2 concepts que Mariana Machado dissocie. Ce qu'il fait séparer, c'est le développement et la prise de poste. Le développement, c'est cet investissement qui en fait de développer les compétences des collaborateurs. Pour nous ou pour ailleurs. C'est pas obligatoirement que pour travailler chez Etam. Parce que pour nous, c'est très clair que c'est développé, ça fait partie d'engagement collaborateur. Donc pour nous, le développement en soi, c'est quelque chose. Et la deuxième chose, c'est l'évolution en interne, la mobilité en interne. Mais on veut surtout valoriser cet enjeu du collaborateur de faire autre chose. Et pas de dire, mais vous êtes vendeuse, vous irez devenir directrice adjointe, après vous irez devenir manager, après c'est tout. Non, il y a un tas d'opportunités dans les groupes qui en est prêt à investir là-dessus. Et Mariana Machado applique tout cela, bien sûr, aussi dans son équipe. De mon équipe, par exemple, j'ai une fille, au début, elle est venue pour être la responsable des formations techniques pour les systèmes. Et aujourd'hui, c'est mon bras droit qui fait toute la partie leadership, management, toute la partie gestion de carrière, c'est elle. Et elle a appris au fur et à mesure. Et une fille, la plus jeune qui est arrivée, qui vient du magasin, en fait, elle voulait venir au siège. Elle était à Nice et elle voulait travailler à Paris. Et elle dit elle était prête à apprendre. Donc, elle a mis 3 métiers qu'elle voulait. Elle a mis RH. Je pense qu'elle a mis toute la partie gestion d'achat, des produits. Et en 3e, que je ne me rappelle plus. Et là, quand je l'ai connue, j'ai dit, mais je vais la prendre parce qu'elle avait des comportements et des compétences de dingue. Côté soft skills, j'ai dit, mais tous les restes, elle peut apprendre tranquillement. Donc, ça fait 1 an déjà qu'elle est dans mon équipe. Je parle de mon équipe parce que c'est les plus proches. Mais on a plusieurs cas, des filles du magasin qui ont devenu gestionnaires d'achat, gestionnaires de produits. La fille qui aujourd'hui est la responsable des styles du groupe, elle était stagiaire. Donc, le groupe Etam est intéressant parce que déjà, c'est un groupe centenaire. Donc, on peut faire de longues carrières ici. Et on a des gens qui ont fait de longues carrières déjà. Donc, ils sont là depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui fait la différence côté innovation, côté expertise, parce que ce sont des gens qui connaissent de bout à bout tous les process. Cette année, dans les entretiens annuels, Etam a recueilli 5% de souhaits d'évolution. D'autres entreprises, qui s'intéressent aussi à l'évolution de leurs collaborateurs et collaboratrices, font appel à des acteurs comme Chance pour aider leurs talents à avancer dans leurs réflexions. Pour elle, Chance a mis en place un dispositif spécial. C'est un dispositif particulier pour les entreprises. C'est un dispositif qui cherche à aider le salarié à qui l'entreprise propose de participer à un dispositif Chance. Le salarié est accompagné pour mieux se connaître et comprendre ses aspirations et ses moteurs, et ensuite se projeter dans l'entreprise en ayant des échanges avec des experts de l'entreprise sur peut-être d'autres métiers ou différentes équipes. Et ça s'est passé récemment avec la société Boulanger, une cohorte de 10 femmes qui étaient fléchées par l'équipe RH pour devenir directrices de magasin, alors qu'elles étaient chefs de rayon. Et elles avaient besoin d'être rassurées et de comprendre pourquoi ça avait du sens pour elles d'arriver à accepter ces nouvelles opportunités. Et donc ça, c'est un exemple concret, mais on en a d'autres. Et c'est important dans le secteur de la grande distribution de garder les salariés et les accompagner dans les mobilités qui parfois peuvent être difficiles à accepter, où les salariés peuvent avoir des freins ou des blocages, des croyances limitantes. Alors que pour nous, lever des blocages, c'est vraiment un objectif clé. Nous avons demandé à chacune de nos invités la conclusion de cette réflexion sur les évolutions professionnelles. Pour Séverine Ramé, c'est le sentiment d'avoir pris la bonne décision et d'avoir trouvé non pas une destination, mais un nouveau chemin. Je regrette pas du tout, parce que j'en avais marre, que j'avais envie de faire autre chose, que je pense que ce qui domine actuellement, c'est que je suis quand même fière de ce que je fais et que, comme je disais, je pense que je pourrais trouver une suite positive à ça et que je pourrais trouver une évolution de vie professionnelle qui me conviendra. Et là, j'aime bien. Alors, je dis que c'est physique, etc., mais ça me fait du bien aussi. Globalement, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Mariana Machado, elle, est convaincue que si le travail d'Etam autour du développement des compétences et de la mobilité interne est à affiner sur le long terme, il faut poursuivre dans cette voie.
tout ce que je viens de dire, on est en train de mettre en pratique et peut-être d'ici à l'année prochaine, on a appris et on a vu des choses que ça marchait pas et on va refaire. Mais je pense que le plus important, c'est de tester des choses et voir avec les collaborateurs si ça marche pas. C'est pas à nous de dire, c'est à eux. Donc, si on commence à voir que les gens se sentent pas à l'aise, qu'ils n'ont pas assez des résultats terrain, on va faire la formule. Mais je crois en tout cas réellement à ça. Et de tous les retours que j'ai eus jusqu'à là, je pense qu'on est dans la bonne voie. Enfin, Carole Zibi porte un message d'espoir. En gros, mon message, c'est de ne pas considérer qu'à 40 ans ou 45 ans, votre carrière est derrière vous, pas du tout. Ne pas considérer non plus que c'est le problème des RH de dessiner une carrière, c'est notre problème à chacun. Et pouvoir toujours penser à l'apprentissage et à continuer de se former à différents moments de notre vie. On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.